première question, c'est, bon, j'ai lu votre livre, je vais suivre votre conseil, je vais m'engager un avocat spécialisé pour négocier mon contrat. Comment je peux vérifier les compétences de mon avocat? Est-ce qu'il y a un moyen que je peux... Parce qu'évidemment, autant les maisons de disques que les avocats, j'imagine que les avocats, il y en a qui sont bons et moins bons. Donc, comment je pourrais vérifier les qualifications de l'avocat en question? Mais en général, quand un artiste cherche un avocat, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est parler autour de lui dans le milieu des artistes. Et il y a toujours un qui va lui dire « Ah, moi j'ai pris un avocat, il était super, etc. » Donc c'est par recommandation, beaucoup plus qu'en appelant le barreau ou en appelant l'avocat lui-même. C'est de demander autour de soi « Est-ce que tu ne connaîtrais pas un avocat qui est spécialisé là-dedans ?» Et après 1 ou 2 jours de recherche, on tombe toujours sur un nom, un numéro de téléphone. Qui revient, qui est habitué à négocier, qui est connu, reconnu. Okay. Dans le cas, là, on va prendre le cas d'Alexandre, qui est un artiste québécois qui a signé avec un label allemand. C'est quelle législation qui est en vigueur? Est-ce que c'est la législation allemande ou québécoise, étant donné que l'artiste est québécois? Alors, c'est une bonne question et ça dépend du contrat. C'est le contrat lui-même qui va dire ce contrat est soumis au droit allemand ou ce contrat est soumis au droit québécois. Je profite de cette question pour dire que cette question est la preuve du fait qu'il ne faut pas que les artistes se reposent sur un gérant pour négocier des contrats. Parce que justement, un gérant, pour lui, cette question est une question de détail. Or, ce n'est pas du tout une question de détail, c'est une question purement judiciaire, juridique, qui n'est pas du tout un détail, parce que supposons que dans le contrat dit ce contrat est soumis au droit allemand, et en cas de litige, les tribunaux allemands sont seuls compétents, ce qu'on appelle une attribution de juridiction de compétence exclusive. Ça veut dire que si lui, il est mécontent parce que par exemple la maison de disques n'a pas payé les royalties, il va devoir engager un avocat en Allemagne, qui va devoir faire un procès en Allemagne, etc. Lui, il va devoir vraisemblablement aller en Allemagne au moins pour montrer des papiers, discuter avec son avocat, donc les frais vont être énormes. Hein. Donc ce sont des petites clauses, mais qui ont un impact absolument immense dans la réalité. Et ça, les gens qui ne sont pas spécialisés en droit, ils ne voient pas où est le problème. Mais c'est un vrai problème, ça, parfois. Donc, par exemple, en matière de cinéma, ça arrive beaucoup, ça, puisque en matière de coproduction, il y a toujours des coproducteurs dans des pays étrangers. Et on crée à ce moment-là ce qu'on appelle des clauses d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on ne va pas recourir aux tribunaux, parce que c'est long. Hein, il faut dire qu'un litige, aussi bien au Québec qu'en Allemagne, en matière de droit du divertissement, ça prend un minimum de 4 ans avant d'avoir une décision. Après, il faut faire exécuter la décision. Dans les matières où il faut aller vite, évidemment, on ne peut pas attendre 4 ans. Donc ce qu'on fait, ce sont des clauses d'arbitrage où on dit on va faire l'économie du système judiciaire, on va passer par des arbitres. Hein, et alors on fait toute une série de clauses en disant voilà, la décision doit être prise dans tel délai, la procédure doit être payée par telle partie, etc. Et ça va beaucoup plus vite. Et au Festival de Cannes, par exemple, c'est le lieu, en dehors du fait d'être le lieu où on va montrer les nouveaux films, c'est le lieu où beaucoup d'arbitrages se font concernant des conflits pour des films. Ça se fait dans les coulisses des hôtels, mais c'est très efficace. Pour un artiste de l'ère numérique dont les œuvres musicaux sont diffusées dans d'autres pays, est-ce qu'il y a une façon de vérifier si les redevances qui lui sont versées par sa compagnie de disques sont équitables? Comme moi, dans mon cas, il y a une de mes chansons qui est jouée en Europe, mais j'ai aucune idée ou j'ai peu d'idées de... Finalement, cette musique-là est jouée dans des radios en Europe, mais je ne peux pas vraiment vérifier si mes redevances vont être équitables. Ok, donc ce qu'il faut déjà distinguer dans la question, c'est est-ce qu'on parle de droit d'auteur ou est-ce qu'on parle de royalties? Apparemment, on parle de droit d'auteur, puisque c'est des diffusions d'œuvres. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle des droits d'exécution, des droits de diffusion, est-ce qu'ils sont équitables? Alors, dans mon expérience, chaque fois que j'ai vérifié le paiement des sociétés d'auteurs, c'était toujours insuffisant. Ce qu'il faut faire avec les sociétés d'auteurs, parce que vous imaginez qu'elles sont en proie à des masses de diffusion, il faut les informer au maximum. C'est-à-dire que dans votre cas, par exemple, si vous êtes inscrit à la SOCAN, il faut de toute urgence envoyer un mail à la SOCAN en disant « Je vous informe que l'œuvre un tel dont je suis l'auteur-compositeur est actuellement diffusée en France, en Allemagne, etc. Pourriez-vous avertir votre société sœur, c'est-à-dire la SABAM en France et la GEMA en Allemagne, de veiller à ce que mes droits soient bien répartis ?»
À ce moment-là, les sociétés d'auteurs vont commencer à communiquer entre elles, mais il faut donc toujours être derrière elles. Si vous avez un éditeur, si ces œuvres sont éditées, c'est à l'éditeur de faire ce travail. Donc vous pouvez envoyer le même mail à l'éditeur en disant voilà, maintenant j'attends un suivi, merci de m'informer. Donc pour répondre concrètement à votre question, il faut toujours informer au maximum les sociétés d'auteurs des diffusions des œuvres parce qu'elles ne sont parfois pas au courant. Vous savez, il peut arriver, moi j'ai vu beaucoup de cas où une œuvre, par exemple, qui a eu un grand succès ne génère pas de droit parce qu'il y a eu une erreur dans le titre. Les gens ont mal noté le titre. Parce qu'il y a un problème dans la documentation. Hein, il y a 5 œuvres qui s'appellent « Je t'aime ». Enfin, il y en a peut-être 1000 qui s'appellent « Je t'aime ». Donc, quand les radios ont payé pour une œuvre qui s'appelle « Je t'aime », ben, on ne sait pas à quelle œuvre il faut l'attribuer. Est-ce que c'est à la première, à la deuxième, à la troisième? Donc, il y a beaucoup de problèmes techniques qui se posent, ce qui fait qu'il faut vraiment être un gestionnaire de droit. Et normalement, c'est le métier de l'éditeur pour suivre toutes ces exploitations. Hello? Ma question, c'est comme exemple, en aide, plusieurs artistes de genre Bollywood reprennent des tubes américains, paient-ils des droits? Quelle est la démarche légale qu'un artiste doit faire pour obtenir le droit de reprendre une musique ou une chanson intégrale mais chantée dans sa langue d'origine? Alors, sur la première question, il faut dire qu'il y a beaucoup de piratage dans ces pays. Hein. Donc, en général, ils ne payent pas les droits. D'ailleurs, en Afrique, c'est très curieux parce que quand on se balade en Afrique, le CD n'existe pas, ce sont des cassettes. Et je connais des chanteurs africains à qui des fans sont venus montrer toutes les cassettes qu'ils vendaient d'eux dans la rue, alors qu'ils ne payaient rien du tout, c'était des enregistrements pirates. Mais ils considéraient que c'était comme un hommage. Donc il y a encore beaucoup de pays où il y a un vrai piratage et aucun droit n'est payé. Maintenant, pour répondre à l'autre question, je prends une musique existante et je veux changer les paroles. Eh bien, en fait, quand on change les paroles, c'est ce qu'on appelle une adaptation. Hein, je vais, par exemple, chanter en français un truc qui est en anglais, etc. Une adaptation est considérée comme une reproduction d'une œuvre. Hein, et donc, il faut demander un droit de reproduction. C'est l'éditeur, alors, qui va donner cette autorisation. Donc, à ce moment-là, on écrit à l'éditeur, on dit, voilà le texte que je veux faire, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. OK. Ben, dans le fond, ma question, c'est avec l'ère numérique, la plupart des DJ de nos jours rendent leur show à Internet disponible en téléchargement sous forme de podcast gratuit, par exemple sur iTunes. Dans la plupart des cas, ces DJ ne paient pas les droits pour l'utilisation de ces œuvres. Peuvent-ils être poursuivis pour ce geste? Oui. Ça, c'est simple. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas mettre à disposition et en téléchargement quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est tout à fait illégal. Moi, je ne peux pas me créer un site Internet. Beaucoup de gens le font, mais c'est tout à fait illégal de créer un site Internet où chacun va venir pouvoir télécharger un film, une chanson, etc., sans payer de droit. Hein, c'est tout à fait illégal de faire ça. Okay. Même si on parle d'une musique de non-stop mixée, on parle de plusieurs œuvres musicales de plusieurs artistes mixées en une heure, qui ne sont pas nécessairement complètes comme exactement. Ah, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Vous savez, il y a déjà eu un procès aux États-Unis pour une note. Parce que le sampling, hein, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est le sampling. Donc Miles Davis, si vous voulez, il suffit de prendre une note de Miles Davis, vous la samplez, vous pouvez faire du Miles Davis au clavier. Hein. Donc il y a eu des procès pour une note qui ont été gagnés. Parce que le son de Miles Davis, il lui a fallu des années pour l'avoir. Donc c'est sa propriété. Et en tout cas, ça a été enregistré. Donc c'est la propriété de celui qui est le producteur de l'enregistrement. Par rapport à ce que Francis disait, pensez-vous qu'à ce moment-là, il existe un consensus dans la communauté de DJ pour ne pas faire de poursuites par rapport à leur communauté, disons, pour avoir la liberté justement entre eux de se diffuser tout ce qu'ils font? Entre eux. Oui. Mais dès l'instant où un producteur va reconnaître quelque chose de son enregistrement dans un arrangement de DJ, il va réagir. Parfois, ils ne réagissent pas parce qu'ils ne le savent pas. Parfois, ils ne réagissent pas parce qu'ils disent « mais de toute façon, ça fait un peu de la promotion pour mon enregistrement. Hein. » Mais juridiquement, ils ont toujours le droit de réagir et de faire un procès et ils vont gagner. Donc c'est un consensus. C'est un consensus, ce n'est pas du tout une règle. Est-ce que ça se fait énormément?
Oui, mais les procès se font énormément aussi. Hein. Ah oui, on en entend beaucoup moins parler, mais il y en a quotidiennement des procès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de savoir très très facilement localiser un enregistrement samplé. Ben, justement, dans le cas où moi, je voudrais me servir d'un sample d'une chanson qui existe déjà, mais une chanson qui a été publiée par une quinzaine, une vingtaine de labels, c'est quoi les démarches que je dois faire? Comment ça, une quinzaine, une vingtaine de Ben, il arrive souvent, je vais donner un exemple, le site Beatport, qui est un site pour DJ, pour qu'une même chanson soit signée, qui soit sortie sur plusieurs labels différents. La même chanson. À des dates différentes. Disons, au mois de mai, un label X lance la chanson. Au mois de juillet, le label Y lance la même chanson. À ce moment-là, si je veux utiliser un sample de cette chanson-là, est-ce qu'il faut que je fasse les démarches auprès de tous ces labels-là? Ou... Ah non. Il faut faire la démarche auprès du propriétaire de l'enregistrement qui l'a licencié à différents labels. OK. Mais à la base, il y a un propriétaire, c'est lui. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de s'adresser à un label pour dire est-ce que vous pourriez me dire quel est le propriétaire de cet enregistrement et de lui écrire. OK, parfait. Donc, moi, je fais la vente de mes pièces musicales par MP3 sur Internet. Puis, je me demandais c'était quoi la meilleure méthode pour protéger ces pièces-là dans l'ère numérique. Je sais que, il y a toujours les moyens classiques de s'envoyer notre enregistrement sous format CD par courrier recommandé ou on se demandait en classe aussi si c'était possible d'utiliser en cours les métadatas qu'il y a dans les fichiers MP3, les fichiers Wave. Il y avait une autre stratégie qu'on a identifiée, qu'on se demandait si ça serait possible d'utiliser ça, c'est de s'envoyer à nous-mêmes un courriel qui contient le fichier et donc on aurait la preuve par la date que le serveur de Hotmail ou de Gmail reçoit le fameux fichier. Donc, est-ce que c'est des moyens valides? Puis, ce serait quoi le meilleur moyen de protéger? Il n'y en a pas. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que, en ce qui concerne le droit d'auteur, dès qu'une œuvre est créée, elle est protégée par la loi. Donc, il n'y a pas de formalité nécessaire pour qu'une œuvre soit protégée. Vous pouvez aujourd'hui, maintenant, écrire un poème. Dès l'instant où vous l'avez fait, ce poème est protégé par la loi à peu près dans tout le monde occidental. Les autres problèmes qui se posent sont des problèmes de preuve. C'est-à-dire, si moi je prends votre poème et je le publie, il va falloir que vous puissiez prouver que vous l'avez écrit avant moi et que donc moi j'ai plagié. Mais ce ne sont que des éléments de preuve, ce ne sont pas des éléments constitutifs du droit, parce que le droit lui-même protège l'œuvre dès qu'elle est créée. Maintenant, je vous dirais aussi qu'on est entré dans un temps où vous savez, le grand problème qu'il y a à l'ère numérique, c'est que ça a été analysé par des avocats et des juristes de l'ancien système qui disent c'est du vol. Quand vous téléchargez un enregistrement sans le payer, vous volez. Mais il y a une école plus moderne qui a dit attendez, est-ce que c'est vraiment du vol? Parce que moi, si je vous vole votre voiture, vous ne l'avez plus votre voiture. Mais si je vous télécharge votre enregistrement, vous l'avez encore votre enregistrement. Alors est-ce que c'est vraiment du vol? Et beaucoup de juristes disent que ce n'est pas du tout du vol. C'est qu'on arrive dans un moment de l'histoire où on ne sera plus du tout pour l'appropriation. Et ce qui est en train d'arriver, vraisemblablement, si vous avez lu, tout le monde vous dira non, vous aurez peut-être vu que toute l'histoire de la musique enregistrée, dans toute l'histoire de la musique enregistrée, il y a eu le même conflit. C'est-à-dire que le conflit qu'il y a eu depuis le début, c'est le conflit pour l'appropriation du support standard. Il faut vraiment bien comprendre ça, parce que c'est vraiment ça le sens de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez eu ça, par exemple, dans le système vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en vidéo, à un moment donné, il y avait plusieurs supports. On pouvait acheter soit des Betamax, soit des VHS. Bon, vous avez eu ça beaucoup dans la musique, puisque les propriétaires, les inventeurs de supports, vinyle, 78 tours, cassettes, CD, c'était des entreprises différentes. Et ce qu'elles voulaient, ces entreprises, et ce qu'elles veulent encore aujourd'hui, c'est être l'entreprise qui a fabriqué le support sur lequel se trouveront tous les enregistrements, parce que comme ça, ils vont gagner beaucoup d'argent. Donc, en réalité, la musique elle-même, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est le support. Comme on a maintenant entre PC et Mac. C'est exactement la même chose. Il y a une bataille pour savoir qui, finalement, va être le support standard. Est-ce que c'est PC ou est-ce que c'est Mac? Bon. Pour que les consommateurs achètent plutôt un Mac ou un PC, mais je reviens maintenant dans la musique, donc
au niveau VHS ou au niveau musique, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'avoir les chansons les plus attirantes possibles, hein, en disant ça c'est sur CD, ce n'est pas sur vinyle, donc achetez le CD. Mais maintenant que la musique s'est dématérialisée, c'est-à-dire qu'on peut écouter de la musique sans support, puisqu'on écoute en MP3, cette bataille, elle est terminée. Il y a une autre bataille qui, à ce moment-là, est arrivée, c'est la bataille de qui va avoir le site de téléchargement. Où est-ce qu'on va aller pour télécharger? Et c'est iTunes qui a gagné, qui occupe 70% du marché. Mais l'avenir, c'est que, et on le voit déjà, il y a déjà eu beaucoup d'essais là-dedans, c'est que les entreprises qui ne sont pas du tout des entreprises de la musique vont venir vous dire, écoutez, si vous achetez mon téléphone, Motorola, je vous donne un accès gratuit et illimité à une banque de 100 000 chansons. Donc ce qu'on est en train peu à peu de vendre aux consommateurs, ce n'est plus l'appropriation du support, c'est la porte d'entrée vers un catalogue. Donc je ne deviens plus propriétaire des chansons, des exemplaires, il n'y a plus ça, il y a simplement une possibilité de l'écouter tout le temps. Donc ça, c'est vers là qu'on va. Dans ce système-là, le système de savoir comment est-ce que je peux faire pour protéger mon œuvre, ça devient très délicat, sauf au niveau des droits d'auteur. Au niveau des droits d'auteur, vous déposez ça à la SOCAN et puis vous êtes sûr que vous allez être protégé. En tout cas, là, vous aurez une sorte de preuve quand même d'avoir été le premier à déposer ça. Justement, en parlant d'iTunes, il arrive souvent sur iTunes que les gros succès commerciaux sont repris par des artistes peu ou pas connus, qui reprennent exactement le même titre de tune, la même musique, sauf qu'ils prennent un chanteur-chanteuse moins connu et qui rechantent et qui la vendent sur iTunes. Quand on fait une recherche, le titre, l'artiste original apparaît évidemment en premier, mais en descendant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres artistes moins connus qui reprennent la tune. Est-ce qu'iTunes a une responsabilité? Non, parce que ce n'est pas illégal. Ce n'est pas du tout illégal de faire ça. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens ont fait des fortunes avec ce système-là, parce que ça n'a rien d'illégal. Ce qui est illégal, c'est de faire croire au consommateur qu'il achète la version originale, alors qu'en fait, on lui vend un plagiat de cette version. Hein? Mais si le consommateur est averti que, voilà, je m'appelle Jacques Henry et je vous vends ici un enregistrement d'une chanson de Michael Jackson, c'est tout à fait légal. Mais à ce moment-là, l'artiste, lui, il risque de se faire poursuivre par l'artiste original? Non. Sur quelle base? Ce n'est pas du tout interdit. Vous pouvez demain aller en studio d'enregistrement et enregistrer, par exemple, n'importe quelle chanson d'Éric Lapointe, en faire un disque, la sortir. Il n'y a rien d'illégal, ça. Sans demander sa permission. Sans demander sa permission. Pour autant, bien entendu, que vous payez les droits de reproduction mécanique, parce que là, vous reproduisez son œuvre. Hein? OK. Mais il n'y a aucune autorisation à demander à Éric Lapointe. Mais droit qui se négocie à ce moment-là avec Non, sa compagnie de disques? avec la Sodrac en général. Vous payez un montant fixe et puis c'est tout. Ah oui, OK. Pendant la pause, j'avais adressé une question à M. Mention, puis il m'a demandé de l'adresser devant toute la classe parce que je trouvais j'aurais voulu avoir son point de vue peut-être plus en profondeur parce qu'il parlait justement de la culture d'abondance dans laquelle on vit, dans laquelle on a évolué, que tout doit être gratuit, tout ça, puis on a aussi peut-être un peu parlé par rapport à tout ça, là, peut-être du piratage, tout ça. Donc, je me demandais votre avis justement par rapport est-ce que le piratage, pensez-vous que c'est nécessairement ce que ça va nous mener à des bonnes choses? Est-ce que le piratage est c'est un phénomène qui est bon en ce moment? Est-ce que ça va nous faire évoluer vers un système où est-ce que tout le monde va bénéficier? Disons, où est-ce qu'il y aura d'autres carrières qui vont s'être créées suite à ça pour faire vivre les artistes et tout? Pensez-vous que c'est quelque chose d'envisageable et de C'est ça. profitable? Alors, voilà, donc je trouve que c'est une question très intéressante parce que il faut essayer. C'est pour ça que je suis un passionné d'histoire, parce que c'est très intéressant d'essayer de comprendre les mouvements historiques qui peuvent se passer dans une culture, dans une civilisation, parce que ce sont des mouvements qui sont extrêmement longs et qu'on ne peut pas, peut-être que par moments il y a des réactions, mais au fond, la vague est là et on ne peut pas remonter la vague. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le système ancien, il est définitivement mort. On ne reviendra jamais à ça. D'ailleurs, dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu qu'on revenait à une époque antérieure. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du monde. Même les écologistes qui peuvent venir nous dire maintenant il faut que tout le monde roule en vélo,
c'est de la foutaise. Il n'y a personne, on a pris l'habitude de rouler en voiture, on prend des bus, etc. Il n'y a personne qui va se retrouver avec des chevaux comme au XVIIIe siècle. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, par exemple, pour parler des grands mouvements historiques, vous savez que, évidemment, personne ne l'a remarqué, enfin, peu de gens l'ont remarqué, mais nous sommes aujourd'hui à la fin de l'ère du néolithique, qui a commencé à peu près il y a 6000 ans. Parce que la place de l'agriculture dans notre culture aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez 3% d'agriculteurs, autrefois, vous aviez 100% d'agriculteurs. Donc ça change complètement les mentalités, ça, ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne le piratage, il faut vraiment être très précis sur les mots, parce que tout n'est pas du piratage. Je veux dire, quand moi je regarde un film sur Internet en streaming, ce n'est pas du piratage. Le piratage, du point de vue technique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est je prends un enregistrement du commerce, par exemple, je vais acheter l'album de Michael Jackson, un album de Michael Jackson, je le copie sur un CD vierge, et puis je vais le vendre. Ça, c'est ce qu'on appelle du piratage. Ça, c'est complètement illégal, bien entendu. Parce que, vous comprenez, moi, ça me coûte peut-être 50 cents par album, et je le vends 20 $, ou je le vends 15 $, et je profite du travail des autres. Parce que les autres... une distinction entre le partage libre de l'œuvre et de c'est très différent. Et de la revente. Oui. Alors, ce que la loi a pratiquement toujours autorisé, c'est la copie privée, c'est-à-dire la copie pour son usage personnel. Ça, c'est une chose qui n'est pas illégale. Je prends un film, je le copie pour mon usage personnel. Ce qui n'est pas légal, c'est je prends un film et puis je commence à le diffuser en public et je fais payer éventuellement, mais même si je ne le fais pas payer, c'est illégal, mais ce n'est pas pour mon usage personnel, ce qu'on appelle le cercle de la famille. Bon, maintenant, une autre chose, c'est effectivement de voir quel est le mouvement qui se profile derrière tout ça, en dehors de l'aspect économique. Et il est évident que, ça tout le monde l'a remarqué, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire nous sommes entrés dans une ère où les gens communiquent beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on emploie même le mot connecté. On est connecté tout le temps aux autres, ce qu'on n'était pas du tout. Il y a même 20 ans, les gens n'étaient pas connectés aux autres. Donc évidemment, tout ça fait des changements, et le fait d'être connecté aux autres fait qu'on partage beaucoup plus. Alors, on voit le partage non seulement dans le fait qu'on partage beaucoup les informations, mais on voit aussi beaucoup de musiques qui sont en train de se partager. Tous les DJ qui sont ici savent que, et ils le font, mélangent des musiques qui n'étaient pas mélangeables avant, parce qu'on est en train... Alors, il y a eu toujours une lutte dans le droit entre la nécessaire liberté des créateurs d'utiliser des matériaux qu'ils ont autour d'eux et la nécessaire aussi protection des œuvres créées. Donc ce sont deux droits qui sont parfois antagonistes. Bon. Mais généralement, ce qui gagne là-dedans, c'est toujours le droit des créateurs. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les créateurs. Ils ont envie de créer une œuvre. Les questions légales, ce n'est jamais ça qui va faire qu'ils vont s'arrêter. Donc, au bout du compte, il y a un très grand changement dans la consommation de culture qui se passe, dans la création de culture qui se passe, et c'est le mouvement de ce qu'on appelle soi-disant le piratage, le mélange, etc., qui est l'avenir. C'est ça qui est l'avenir. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, et on a déjà fait, mélanger des sons africains avec des mélodies asiatiques, avec des trucs comme ça, mais vous vous rendez compte que s'il fallait demander les droits de ça, c'est impossible. Il y avait un avocat anglais, autrefois, qui avait fait toute une étude pour montrer qu'il était impossible de faire un CD-ROM. Juridiquement, il était impossible de faire un CD-ROM contenant un type qui raconte une histoire, de la musique, un doublage, etc., parce qu'il y a tellement de droits à demander que ça en revient trop cher. Donc, à cause de ça, il faut bien se rendre compte que même si la législation continue, parce que c'est toujours comme ça, à être en retard, il viendra un moment où des choses qui nous paraissent illégales aujourd'hui paraîtront tout à fait légales demain. Et moi je vous dis à vous, aux autres créateurs, ce n'est jamais le droit qui doit vous retenir de faire des choses. Parce que vous êtes des créateurs, donc vous êtes des fabricants de la nouveauté. Forcément, le droit d'hier ne peut pas s'appliquer à ce que vous allez faire demain. C'est impossible, parce que le droit ne l'avait même pas imaginé. Le droit a toujours du retard. Ce sont forcément les créateurs qui créent les droits de musique, oui. Dans un certain sens. D'ailleurs, ce sont les créateurs qui ont créé le système des droits d'auteur au niveau des sociétés d'auteurs. Ce sont des musiciens qui se sont... Vous connaissez l'histoire, ce sont des gens, en ce qui concerne la France, qui a été une des premières sociétés d'auteurs. Des compositeurs vont un jour au restaurant. Et ils voient que dans le restaurant, on est en train de jouer leur musique. C'était à l'époque où il y avait des orchestres. Et quand ils mangent, ils se servent très bien, ils commandent les plats les plus chers, et quand arrive l'addition, ils disent « Non, on refuse de payer ». Pourquoi vous refusez de payer? Parce que vous ne payez pas la musique. Vous utilisez notre musique dans votre restaurant, mais vous ne nous payez pas. Alors nous, on utilise votre repas dans vos restaurants et on ne vous paye pas.
Et ils ont commencé à créer une association pour dire il n'est quand même pas normal que quand on joue nos œuvres, on ne soit pas payé. On va créer une société d'auteurs. Et c'est comme ça que toutes les sociétés du monde sont nées. Avez-vous remarqué un certain changement dans la mentalité des artistes, justement, qui s'adaptent à ce mouvement, qui sont contents de ce qui arrive, justement, du partage libre, là, disons, là, pour pas dire piratage, là, Oui, ils sont contents de cette situation-là, même si ça... Mais la plupart des artistes ne savent même pas que c'est illégal de faire ce qu'ils font. Hein. Donc, il y a une ignorance qui est là. Je vous dirais, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le principal problème auquel vous allez être confrontés, les deux principaux problèmes, ce ne sont pas des problèmes juridiques. Le premier problème, ça va être de ne pas abandonner parce que vous essuyez trop d'échecs, de garder l'espoir de réussir. C'est un vrai problème, ça. Croyez-moi, je vous disais tout à l'heure, moi je vois des gens, après 15 ans, la plupart ont abandonné parce que c'est un métier qui est extrêmement dur. Ce n'est pas dur de composer, c'est très dur de vivre de ce qu'on compose. Hein. Donc il y a un moment donné où les gens lâchent, parce qu'ils n'ont pas bien analysé le problème. La deuxième chose, et c'est lié à la première, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, les créateurs doivent s'allier avec des entrepreneurs culturels, qui s'appellent gérants, managers, peu importe le nom, mais le temps où l'artiste pouvait s'autogérer. Moi, j'ai toujours été tout à fait contre l'autogestion pour beaucoup de raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je pense que c'est une très mauvaise chose, l'autogestion, surtout parce que ça ne permet pas d'avoir un regard extérieur sur soi-même. Hein, c'est surtout pour ça. Mais les artistes aujourd'hui doivent absolument apprendre à collaborer avec des entrepreneurs, de manière à pouvoir être débarrassés de tous les problèmes financiers, économiques, juridiques, à se concentrer sur ce qu'ils font, mais en même temps à comprendre ce que leur partenaire est en train de faire au niveau business. Et je vous dirais que, pour moi, un des problèmes majeurs du show business, c'est l'absence totale de connaissance des artistes de ce qu'ils doivent faire par rapport à un manager. Je connais plein de managers qui cherchent des artistes, je connais beaucoup d'artistes qui cherchent des managers, mais c'est assez rare qu'ils fonctionnent bien ensemble parce que l'un et l'autre ne comprennent pas la manière de travailler. Et si vous regardez les plus grandes réussites dans le show business, ce sont toujours des réussites de couple, dans le sens, il y a un artiste et il y a un manager. Toujours, toujours. Et le Québec en a fait la preuve avec Céline. Céline est la grande preuve que cette alliance à tout prix, cette confiance incroyable entre un artiste et un manager, c'est le secret de la réussite. Vous savez, Céline Dion, elle disait « Moi, je considère que mon métier, c'est d'être comme une sportive olympique. J'ai un manager qui me dit, elle dit, je considère que je suis une nageuse, une plongeuse. J'ai un manager qui me dit monte, 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 et moi je monte sur mon échelle pour aller sur le plongeoir. Et je monte de plus en plus haut, et ça me fait peur. Et quand j'arrive au-dessus et qu'il me dit plonge, je plonge, et à aucun moment je ne me demande si la température de l'eau ne sera pas trop froide, parce que je sais que mon manager a pris soin de tout. Et c'est pour ça que je plonge. S'il n'y a pas la confiance, cette confiance-là entre les deux parties, aucune carrière ne peut se bâtir. Regardez Elvis, qui est l'autre grande réussite, pas au point de vue humain, mais au point de vue professionnel. Elvis a eu un manager qui a pris des décisions catastrophiques au niveau business pour lui. Mais il n'a jamais changé de manager. Jamais il n'a changé de manager. Regardez Michael Jackson, qui n'est pas... Michael Jackson, la carrière de Michael Jackson, tout le monde aujourd'hui, évidemment, l'a transformé en icône, mais souvenez-vous des dernières années de Michael Jackson, ça ne marchait pas, ces albums. Hein? Michael Jackson a changé un nombre considérable de fois de manager. La fidélité et la loyauté d'un artiste envers son manager, c'est vraiment la base. Pour la raison que je viens de vous expliquer, parce que vous comprenez bien que quand un manager sent qu'un artiste est loyal, lui, il y va à fond. Et l'autre raison, c'est que l'environnement professionnel fait en sorte que quand tous ces producteurs, toutes les maisons de disques voient un artiste qui n'arrête pas de changer de manager, ces professionnels se disent, nous, on ne va jamais travailler avec celui-là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle. Et vous comprenez que c'est très difficile pour une maison de disques d'investir des centaines de milliers de dollars sur quelqu'un qui n'est pas fidèle. C'est comme offrir un bracelet de diamant à une fille qui va vous tromper le lendemain. Elle va partir avec le bracelet. C'est exactement la même chose. Alors la loyauté, la fidélité, la connaissance de la manière dont ça doit se passer, cette relation entre manager et artiste, elle est beaucoup plus importante, selon moi, que la connaissance du droit. Parce que c'est justement cette personne qui va s'occuper du droit et qui va s'occuper de trouver un avocat spécialisé. Vous, en tant qu'artiste, ce que vous devez bien savoir, c'est comment fait-on une équipe qui gagne.
Oui, je voulais savoir, Jean, l'image de marque est importante pour la carrière d'un artiste, mais est-ce qu'un label ou une compagnie de disques peut inclure dans un contrat de disque une clause pour s'approprier la propriété du nom de l'artiste à son issue? Puis est-ce que vous proposez qu'un artiste sérieux fasse des démarches pour enregistrer son nom? Alors effectivement, une maison de disques peut s'approprier le nom d'un artiste. C'est assez rare, mais ça peut se faire. Ce qui est plus fréquent, c'est qu'elle ne s'approprie pas le nom de l'artiste, mais elle s'approprie le droit d'utiliser le nom de l'artiste de manière exclusive pendant très longtemps et parfois pendant une durée qui dépasse celle du contrat. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas faire enregistrer son nom, on peut le faire, alors ça devient une marque. Souvent on va enregistrer ça comme marque de commerce. Beaucoup de gens dans le hip-hop font ça, parce qu'après ça leur permet de faire du merchandising, des vêtements, etc. Mais il faut en tout cas faire très attention à ne pas céder le nom à la maison de disques. Dans d'autres domaines, ça a pris des proportions parfois beaucoup plus dramatiques, notamment dans les gens qui font des bandes dessinées. Dans les gens qui font des bandes dessinées, parfois, ils ont cédé sans le savoir la propriété du personnage à l'éditeur. Et là, ils ne peuvent plus, quand ils changent d'éditeur, faire une BD avec leur personnage. Vous voyez, toutes ces petites clauses, il faut vraiment des avocats spécialisés pour bien voir ce que ça veut dire. Certains magasins de disques en ligne sur Internet vendent de la musique originellement signée sur certains labels. Et puis, un peu comme la carrière d'un artiste, certains labels finissent par disparaître, des petits labels. Quel est le recours d'un artiste qui voit sa musique, qui est encore vendue sur des sites de musique en ligne, mais dont le label n'existe plus? Il faut qu'il envoie une mise en demeure à ce site pour dire vous êtes en train de vendre un enregistrement qui ne vous appartient pas. Et je vous prie, il faut mettre fin immédiatement à ça, sinon je vous envoie des avocats. C'est assez compliqué parce que moi j'ai déjà eu un jour avec un chanteur québécois, je vais d'ailleurs vous dire qui c'est parce que finalement, donc c'est, vous savez, la chanson Comme j'ai toujours envie d'aimer. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours... Direz-vous que l'enregistrement de cette chanson, qui a quand même été un succès énorme, est vendu par une maison de disques en Belgique. Et le producteur de cette chanson se dit, c'est illégal, comment est-ce possible, etc. Et en fait, c'est parce que cet enregistrement avait été donné en licence à une maison de disques en Belgique. Cette maison de disques est tombée en faillite. Et il y a des gens qui sont passés au moment de la faillite et qui ont pris tous les enregistrements qui étaient par terre. Et qui ont dit, voilà, c'est à nous que ça appartient. Et c'est comme ça que ça se passe. Ou bien vous pouvez avoir des gens qui vous disent « Désolé, mais moi, cet enregistrement, j'ai le droit de le commercialiser parce que j'ai passé un contrat avec le label juste avant qu'il tombe en faillite. » Alors, il faut voir effectivement si le label a signé le contrat, etc. Donc, il faut engager un avocat pour ça. Il faut commencer par le mettre en demeure. Là, il n'y a pas besoin d'avocat. Mais s'ils ne répondent pas ou s'ils répondent mal, il faut prendre un avocat. Alors, j'ai une autre question. Le duo de musique électronique Daft Punk a déjà échantillonné la chanson Disco Soul de l'artiste Edwin Birdsong, la chanson Cola Bottle Baby, pour faire la chanson Better, Faster, Stronger. Ensuite, un artiste hip-hop au nom de Kanye West a échantillonné la chanson de Daft Punk pour produire une nouvelle chanson qui s'appelle Stronger. Qui doit payer les droits à qui? Alors, premièrement, Daft Punk, ce qui est très amusant avec ce groupe, c'est que vous savez que le père d'un des membres de Daft Punk est l'auteur, celui qui écrit les paroles de la compagnie créole. Alors, j'aime autant vous dire que Daft Punk, ce sont des gens qui sont extrêmement renseignés sur leurs droits parce que sont dans le milieu, leurs parents sont dans le milieu depuis longtemps. D'ailleurs, à propos de Daft Punk, ce qui est vraiment drôle, moi je connaissais très bien, je vous parlais tout à l'heure du litige avec la compagnie créole. Et donc ce litige me venait par un éditeur qui était donc de Daft Punk, et il me racontait que il était devenu fou parce que ça faisait des années qu'il cherchait un son en particulier, et ils avaient été dans les plus grands studios du monde pour essayer de fabriquer, de trouver ce son, etc. Et puis un jour, ils avaient entendu leur fils, Daft Punk, qui venait de trouver le son dans sa cuisine avec un vieil enregistreur. C'était le son qu'il cherchait depuis toujours et il l'avait trouvé sans rien. Donc, dans ce cas-là, en réalité, il faut demander l'autorisation aux deux. Aux deux, puisqu'on reproduit deux choses. On reproduit Daft Punk et on reproduit l'œuvre originale. L'œuvre est gardée. Ce n'est pas parce que l'extrait a été réadapté, a été incorporé dans un autre enregistrement,
que le propriétaire de cet autre enregistrement est devenu propriétaire de cet extrait. Il est devenu simplement détenteur du droit d'utiliser cet extrait pendant un certain temps, mais pas propriétaire de l'extrait. Vous comprenez ? Hein, je peux vous demander le droit d'utiliser votre voiture pendant une semaine, c'est pas pour ça que je deviens le propriétaire de votre voiture. C'est un droit d'utilisation non exclusif. Hein, c'est ça qu'il faut toujours savoir, c'est que dans ces deals-là, c'est non exclusif, dans le sens que vous allez demander un sampling, par exemple, à, je sais pas, un propriétaire d'un enregistrement, il va vous le donner, mais il peut le lendemain le donner à quelqu'un d'autre. Le donner, je veux dire, le donner contre rémunération. C'est non exclusif. Tandis que vous, en tant qu'artiste, quand vous allez conclure un contrat d'enregistrement avec un producteur, ce sera toujours exclusif, c'est-à-dire que le lendemain, vous ne pouvez pas aller trouver un autre producteur. On n'arrête pas de parler des divergences de droits d'auteur entre pays. Pourquoi il n'y a aucune organisation mondiale qui gère ça? Est-ce qu'il y en a une, premièrement? Il y en a une, bien entendu, hein, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il n'y a personne qui s'entend pour avoir un certain, un certain standard à respecter pour... Non, donc il y a l'OMPI qui se trouve à Genève, hein, qui chapeaute la totalité du droit d'auteur, qui donne des directives. Il faut quand même dire que il y a eu une harmonisation du droit d'auteur dans le sens qu'aujourd'hui, vous savez, par exemple, aux États-Unis autrefois, une œuvre n'était protégée que si on avait le petit sigle C copyright dessus, hein, parce qu'elle devait être déposée au bureau du copyright. Si l'œuvre n'était pas déposée au bureau du copyright, elle n'était pas protégée. Et il y a beaucoup de films aujourd'hui qui ne sont plus protégés parce qu'ils ont été mal déposés et qui n'ont pas été déposés. Donc on peut utiliser comme ça. Alors il y a eu une vraie tendance à harmoniser toutes les législations. Aujourd'hui, le droit américain est devenu assez semblable, en tout cas dans la plus grosse partie, avec le droit de l'Occident. Mais c'est très lent parce que ce sont des conflits internationaux, ce sont des négociations qui durent pendant des heures. Donc certainement que dans 10 ans, on va avoir une législation mondiale qui sera à peu près la même, quoi. Mais en dehors de la législation, et au-delà de la législation, il y a tout un autre problème qui est le fonctionnement international des sociétés d'auteurs. Et c'est un énorme problème, parce que par exemple, vous, on prend le cas de l'Allemagne, vous êtes un auteur québécois, et puis vous avez votre chanson qui passe sur une télévision à Bonn, en Allemagne. Eh bien, si vous demandez à la SOCAN combien ça va vous rapporter, la SOCAN va être incapable de vous répondre. Parce que ce sont les règles de la GEMA qui s'appliquent. Bon, imaginez un petit peu que vous vous appelez Céline Dion, ou imaginez que vous êtes l'auteur-compositeur de Céline Dion, vous avez des chansons qui passent dans le monde entier, actuellement, hein, au Japon, en Chine, etc. Aucune société du monde n'est capable de vous dire, en Chine, ça rapporte $1, au Japon, 25 cents, en Allemagne, $3. Et les règles des sociétés d'auteurs sont extrêmement opaques parce que ce sont des sociétés qui viennent d'un autre temps. J'ai un litige dont je m'occupe actuellement d'un auteur québécois, auteur-compositeur québécois, qui a eu un très grand succès en France. Et il n'a jamais touché de droit. Il est inscrit, lui, dans la société de droit d'auteur en Espagne. Bon. Et il vit au Mexique. Et il me consulte pour récupérer ses droits. Donc moi, je m'adresse alors à la SACEM en France pour dire, écoutez, voilà, il y a une œuvre qui a été jouée, il n'y a pas de droit, etc. On me dit, oui, d'accord, mais comme il est membre de la Société d'Espagne, vous ne pouvez pas vous adresser à nous, vous devez demander à la Société d'Espagne de s'adresser à nous. Hein, parce qu'elles se protègent terriblement entre elles. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'Organisation internationale des sociétés d'auteurs. Il y a de véritables scandales à ce niveau-là. Vous parlez de conflit entre sociétés d'auteurs, de conflit en général entre les organisations qui s'occupent eux-mêmes des droits. Pensez-vous que c'est un problème en tant que tel pour les artistes, justement? Ah oui, bien entendu. Donc, vous pensez que les sociétés qui s'occupent justement de tout ça, de protéger l'artiste, sont mal organisées? Ben, elles sont... C'est-à-dire que, par exemple, la SOCAN, vous êtes un auteur québécois et vous êtes joué en France. Si la SACEM la SOCAN ne récolte pas des droits en France, c'est la SACEM qui va récolter pour les auteurs québécois et puis elle va envoyer à la SOCAN. Si la SACEM fait mal son travail, la SOCAN ne peut pas se déplacer en France pour aller dire « bon, maintenant, vous ne pouvez plus chanter si vous ne me payez pas ». Donc il y a des problèmes de négociation entre les sociétés. Alors évidemment, c'est comme partout, les plus gros gagnent toujours. C'est-à-dire que si vous êtes une société d'auteurs qui représente 100 millions de chiffres d'affaires, dans les négociations internationales, vous aurez beaucoup plus de poids qu'une société qui représente 1 million. Croyez-vous que ça va changer au niveau de... C'est-à-dire que, par exemple, en France actuellement, mais ça dure depuis longtemps, tout le monde dénonce le système de la SACEM. Parce que la SACEM, les gens à la SACEM s'octroient des salaires qui sont parfois très indécents. Et donc, on dit qu'il faudrait faire comme aux États-Unis, où
les États-Unis, c'est à peu près le seul pays où ça se passe, où vous avez plusieurs sociétés d'auteurs compétentes. Hein. Aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire au BMI, vous pouvez vous inscrire à la SCAP et encore dans d'autres sociétés d'auteurs. Au Canada, par exemple, vous pouvez vous inscrire que dans la SOCAN. Donc il y a un monopole. Hein. Et si la SOCAN est mauvaise, ben, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc des gens disent qu'il faudrait créer, qu'il n'y ait pas de monopole et que dans chaque pays, il y ait plusieurs sociétés d'auteurs. Ça pose évidemment d'autres problèmes, mais c'est peut-être ça qui va arriver. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs, compositeurs qui sont mécontents. Est-ce que c'est vraiment un problème qui vient vraiment, je veux dire, qui est vraiment très, très problématique pour l'artiste de devoir justement faire affaire avec les problèmes justement de ces sociétés? Oui, c'est un vrai problème, parce que je vous dis, vous êtes un auteur-compositeur ici, comment est-ce possible qu'à l'heure d'Internet et à l'heure de tout cet équipement informatique, personne ne soit capable de vous dire « Votre chanson vient d'être jouée au Japon à 20h30, ça va vous rapporter $20 ». Personne n'est capable de faire ça, ce n'est quand même pas normal. Et les sociétés d'auteurs, pendant tout un temps, ont vraiment profité de l'opacité, de la complexité, etc., pour donner aucun renseignement, pour qu'on ne vienne pas dans leur compte dire, attendez, là, vous avez reçu $1 million et vous répartissez $400 000. Où sont passés les $600 000 ? Parce que les sociétés d'auteurs sont des sociétés complètement privées qui vivent sans subvention. Elles ne vivent que des droits qu'elles perçoivent et des droits... Alors, c'est sûr que s'il y avait une concurrence, elles seraient certainement obligées, comme aux États-Unis, d'être un petit peu plus actives. C'est vraiment intéressant. C'est privé, c'est pas chapeauté. Non. C'est chapeauté par le gouvernement. Ben, parfois, c'est un peu contrôlé, les comptes sont contrôlés, mais ce ne sont pas des sociétés gouvernementales. Ce sont des sociétés tout à fait privées, dont sont membres, dont les auteurs sont propriétaires. Si vous êtes membre de la SOCAN, vous êtes un des copropriétaires de la SOCAN. Mais c'est tellement technique, si vous voulez. Hein. Il y a très peu de gens qui sont spécialisés dans la technique du droit d'auteur, et donc personne ne conteste les comptes. Pour un artiste qui constate que son œuvre a été plagiée, est-ce qu'il y a une limite de temps, c'est marqué en parenthèse en termes d'années, mais peu importe, pour porter plainte? Oui, il y a un délai de prescription qui varie selon les pays, mais qui dépend qui court généralement à partir du moment où on a été informé. Hein? Donc c'est à partir du moment où ça dépend des législations, mais généralement c'est quand on a été informé, parce qu'on ne peut pas faire partir un délai de prescription d'un moment qu'on ne connaît pas. Hein? Ceci dit, maintenant, dans les sociétés d'auteurs, et on en parlait tout à l'heure à la pause, il arrive qu'il y ait des auteurs-compositeurs qui n'aient pas été payés de leurs droits et qui s'en aperçoivent 10 ans plus tard. Là, ça pose un vrai problème parce que généralement, ces auteurs-compositeurs, quand ils se sont inscrits comme membres d'une société d'auteurs, ils ont signé en fait une adhésion à toute une série de règlements et de statuts, disant qu'en général, ça dépend des sociétés d'auteurs, mais après 5 ans, si les droits n'ont pas été réclamés, ils sont remis dans le pot commun et on ne peut plus les récupérer. Ça, ce n'est pas vraiment un délai légal, mais c'est un vrai délai au niveau technique. Est-ce que les sociétés d'auteurs, compositeurs et d'éditeurs de musique comme la SOCAN peuvent représenter l'artiste en cours lors d'un litige où l'artiste doit obligatoirement s'engager un avocat? Ça dépend. Si c'est parce qu'il y a eu un concert qui a été fait et que les droits d'auteur n'ont pas été réglés, c'est la SOCAN qui va faire le procès et ça ne coûtera rien à l'auteur-compositeur. Si c'est un litige entre un artiste et un producteur, la SOCAN n'a rien à voir là-dedans. Donc dans tout ce qui est gestion du droit d'auteur, c'est la société d'auteur qui va faire le procès, mais dans tout ce qui est individuel, c'est l'auteur ou parfois l'éditeur. C'est ce qu'on appelle la gestion collective des droits et la gestion privée des droits. Comme je le disais tout à l'heure, votre problématique, c'est vraiment la problématique du succès et de l'échec. Ça, c'est vraiment votre problématique, c'est ce qui vous attend dans les années qui vont venir, c'est on vous dit non, on refuse vos enregistrements, mais aucune maison de disques n'est intéressée, les radios ne veulent pas, etc. Vous devez être préparé à ce moment-là parce qu'il va arriver. Peut-être qu'il est déjà arrivé pour certains d'entre vous, mais vous devez vous préparer à ça. Et je cite toujours une phrase de Churchill qui a défini le succès comme ceci. Il dit « Le succès », et avant de vous parler de sa phrase, vous savez que Churchill est quand même un être tout à fait incroyable parce que c'est un homme politique anglais, vous savez, qui a été tout à fait méprisé par la classe politique anglaise à la suite d'une erreur qu'il avait faite dans une stratégie pendant la Première Guerre mondiale et qui donc a été mis tout à fait sur le côté et qui finalement après est redevenu Premier ministre. Et c'est grâce à Churchill, notamment,
que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée. Donc ce n'est pas n'importe qui. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a vécu une vie très difficile et qui a quand même sauvé l'Europe au niveau stratégique. Churchill a dit « Le succès consiste à aller d'échec en échec avec beaucoup d'enthousiasme ». Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Oui. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre l'échec et le succès? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que quelque chose se transforme en échec? C'est simplement qu'on arrête d'essayer. Quand on arrête d'essayer, on peut dire qu'on a échoué. Ça, c'est sûr. Donc, plus on a d'échecs, plus on a de succès. Alors, plus vous avez d'échecs, premièrement, plus vous apprenez, ça c'est sûr. Hein. Premièrement, ça c'est très important parce que vous allez apprendre de vos échecs. Et pour vous, la question, ça doit être, vous devez vous fixer un moment où vous vous direz, voilà, quand il se passera ça, alors j'aurai réussi. C'est extrêmement important de faire ça, hein, de déterminer à partir de quand vous aurez réussi. Alors, il faut distinguer, et ça c'est une autre grande question, il faut vraiment distinguer la réussite et le succès. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. L'exemple que je donne toujours, c'est celui-ci. Supposez que vous avez été en voyage en Chine. Vous avez fait un voyage, ou pas en Chine, mettons en Thaïlande, ou même pas en Thaïlande, disons au Bangladesh. Bon. Et là, vous êtes resté là, vous avez commencé à goûter cette cuisine, et vous trouvez que cette cuisine est vraiment délicieuse. Vous revenez ici, et vous dites à vos amis québécois, venez, on va manger aujourd'hui comme au Bangladesh. Et alors, deux possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, vous avez trouvé exactement les bons ingrédients comme il y avait là-bas, et vous faites exactement ce plat-là. Vous goûtez dans votre cuisine, vous dites c'est délicieux. Mais comme vos invités ne connaissent pas cette cuisine, ils trouvent ça vraiment dégueulasse. Ça signifie que votre plat est réussi et qu'il n'a eu aucun succès. Bon, maintenant, autre possibilité, vous n'avez pas trouvé les bons ingrédients et vous vous êtes arrangé pour faire un truc qui ressemble un peu à ce qu'il y a au Bangladesh. Vous goûtez, vous dites c'est vraiment pas ça. Vous arrivez, vous mettez ça sur la table, les Québécois qui n'ont jamais mangé ça disent c'est vraiment délicieux. Là, vous avez échoué et vous avez eu du succès. Alors c'est très important de distinguer si vous voulez la réussite ou si vous voulez le succès. Parce que dans la musique, et notamment dans la musique électronique, avoir du succès, c'est pas tellement compliqué. Il suffit d'être un peu malin dans le sens de dire qu'est-ce qu'ils veulent les gens actuellement. Bah, ils veulent plutôt ce genre de truc-là, ce genre de truc-là, ce genre de truc-là. Je vais leur faire ça. Mais les artistes, en principe, ce qu'ils sont supposés faire, c'est, peu importe les goûts du public, moi, ce que j'aime, c'est ça. Comme le type qui revient du Bangladesh. Lui, ce qu'il veut faire, c'est réussir son plat. Alors, faites bien la distinction. Parce que le succès, moi, je l'ai vécu, j'espère que vous allez le vivre. Vous allez voir que le succès, c'est quelque chose de totalement abstrait. On ne se rend pas compte du succès. Parce que, écoutez, vous avez beau avoir vos chansons qui passent à la radio, vous ne le savez pas tout le temps. Que des gens achètent vos disques, vous ne le voyez pas qu'ils achètent vos disques. Donc c'est quelque chose de très abstrait, que vous ne pouvez pas sentir. Vous pouvez entendre des applaudissements, mais ça dure quoi 3 minutes, puis c'est fini. Tandis que la réussite, vous avez, je l'espère déjà tous, connu la sensation de la réussite. La sensation d'avoir fait quelque chose de vraiment bien fait, qui est exactement ce que vous vouliez faire. Ça, c'est une sensation avec laquelle on peut vivre pendant longtemps et qui est une très grande source de fierté. Et l'idéal, évidemment, c'est d'avoir du succès grâce à la réussite. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup. Beaucoup ont énormément de succès sans réussite. Et ça, je vous assure que c'est un véritable calvaire. Parce que quand ça vous arrive, vous vous rendez compte que vous êtes aimé pour quelque chose que vous n'êtes pas du tout. Et c'est le cas de beaucoup de stars qui se sont fabriqués un personnage pour être aimés. Et effectivement, ça marche. C'est pas compliqué. Il suffit de dire, ah ben les gens, ils aiment bien les blondes avec les gros seins. Ah ben je vais me faire blonde et je vais me faire des gros seins. Et là, vous appelez Pamela Anderson, vous montrez vos seins à tout le monde et tout le monde vous aime. Mais ce ne sont pas vos seins, ce ne sont pas vos cheveux. Alors qui est-ce qu'ils aiment? Ils aiment, comme toujours dans le show business, une image. Et quand on est dans le milieu dans lequel vous êtes dans ce milieu-là essentiellement parce que vous avez très fort envie d'être aimé. Hein, ce qui n'est pas du tout négatif. Vous avez très fort envie d'être aimé, mais est-ce que vous vous rendez compte du drame que c'est alors, vous qui avez tellement envie d'être aimé, si vous êtes aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas? C'est bien pire que tout le reste.
Donc c'est pour ça que je vous dis que vous devriez essayer de fixer vous-même, intérieurement, le moment qui est le moment auquel vous réussirez. Et qui peut être un moment très simple. Par exemple, le jour où vous pourrez payer votre loyer avec ce que vous faites comme musique. Moi, j'ai une nièce qui m'a appelé il y a 2 jours en pleurs, elle a 20 ans, parce qu'elle est en train d'essayer de produire un film et elle ne trouve pas l'argent. Elle s'appelle Charlotte. Je dis, mais Charlotte, tu sais que aucun producteur au monde en commençant n'a trouvé l'argent. C'est normal d'avoir des difficultés à trouver l'argent. Trouve 20 € là-bas, 50 € là-bas, prends une caméra gratuitement, vas-y petit à petit. Mais tu ne peux pas exiger, parce qu'elle me dit, oui, tu comprends, maintenant c'est vraiment incroyable, je vais être obligé d'aller déposer mon CV dans les magasins. Je dis, mais qu'est-ce que ça a d'incroyable? Ah ben moi, j'ai pas du tout envie d'être vendeuse dans un magasin, moi je vais être productrice. Je dis, mais Charlotte, vivre de ce qu'on aime est l'apanage de 3% de la population. Vous savez, il y a 3% de la population qui vit de sa passion. Et ils n'ont jamais vécu de ça du jour au lendemain. Parfois, c'est 20 ans qu'il a fallu pour faire ça. Donc c'est une très grande réussite, même si ça ne représente pas beaucoup d'argent, c'est une très grande réussite de pouvoir dire « je vis de ce que j'aime faire ». C'est énorme, cette réussite-là. Les gens rêvent toujours de grandes sommes d'argent, etc., mais qui commencent d'abord au moins à pouvoir payer leur loyer avec ce qu'ils font, c'est déjà ça une réussite. Et alors, vous notez ça quelque part, et une fois que vous avez ça, parce que vous savez, la réussite, plus vous l'écrivez, plus vous décrivez clairement ce que vous voulez, plus vite vous allez l'avoir. Parce que vous allez forcément être concentré sur ça. Quand vous l'aurez formulé, ça va vous permettre de vous concentrer sur ça. Donc, fixez ça bien clairement, quelque part dans un endroit où vous pourrez le relire plus tard, parce que sinon, grâce à ça, vous pourrez vous dire, voilà, ça y est, j'ai réussi. À ce moment-là, vous fixerez un autre but. Mais si vous ne faites pas ça, ce ne sera jamais assez. Vous savez, moi, ceux que j'ai connus, qui avaient beaucoup de succès, mais ils se disaient, mon album est numéro 1 en France. Ah oui, c'est cool, mais est-ce que le deuxième va aussi bien marcher? Et le deuxième marchait aussi bien, dire oui, c'est cool, mais il y en a, ils ont un album qui marche aussi aux États-Unis. Ah, je vais signer aux États-Unis. Ils avaient un deal aux États-Unis, mais là, ils étaient mécontents parce qu'ils n'étaient pas numéro 1. Et puis, ils devenaient numéro 1, mais ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas connus en Asie. Et puis, ils étaient signés en Asie, etc., etc. Vous comprenez? Ça se transforme en frustration continue. Je ne sais pas si vous connaissez des acteurs et des actrices, vous allez voir que la plupart sont des gens frustrés, parce que ce n'est jamais assez pour eux. Ils ont un premier rôle au Québec, ils voudraient bien en avoir un aussi à Hollywood. Et puis ils en ont un à Hollywood, mais ils sont inconnus en France, ça ne va pas non plus. Alors si c'est pour faire ce métier-là, et être tout le temps frustré, il vaudrait mieux qu'ils travaillent au Tim Hortons, à avoir une petite vie de famille, où ils sont contents avec leurs femmes, contents avec leurs enfants, parce qu'au moins ils seraient contents. Parce qu'à quoi ça sert de vivre si on n'est pas content, sérieusement, hein. Donc c'est très important pour vous de faire ça. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, au sujet du non et au sujet du rejet, il est très important que vous compreniez, c'est capital que vous compreniez, que quand on va vous dire non, quand on va refuser vos enregistrements, etc., dans la majorité des cas, ce ne sera pas à cause de votre enregistrement. Ce sera pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Les artistes ont une énorme tendance à croire, et je vous assure que c'est complètement faux. Les artistes ont une énorme tendance à croire que pour réussir, il faut avoir des succès. Il faut écrire des chansons qui vont marcher, etc. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Il y a un livre entier qui a été écrit par quelqu'un ici pour dire ça. Pour dire la seule solution pour réussir dans le show business, c'est d'avoir des chansons qui sont des bonnes chansons. Et ça veut dire, si vous analysez ce qu'il veut dire, pour avoir du succès dans le show business, il faut avoir des bonnes chansons, mais quand on leur demande ce que c'est une bonne chanson, ils disent c'est une chanson qui a du succès. Alors c'est évident que pour avoir du succès dans le show business, il vaut mieux avoir des chansons qui ont du succès. Il n'y a pas besoin d'écrire un livre sur le sujet, parce que ça, tout le monde a compris ça. Ouais. Quand les maisons de disques vont vous refuser vos enregistrements, ne faites pas l'erreur de la plupart des créateurs, qui est de tomber dans une dépression nerveuse. Mais ça, je le comprends. Mais il ne faut pas y rester longtemps. La plupart des créateurs, ils tombent dans une dépression nerveuse et ils se remettent en question. Et ils commencent à dire il faut refaire la basse, c'est parce que le refrain n'est pas assez ceci, etc. Alors qu'ils ne savent même pas pourquoi on leur a refusé leur enregistrement. Donc ne recommencez pas à travailler des choses si vous n'êtes pas sûr que c'est à cause de ces choses-là qu'on vous a refusé. Parce que peut-être qu'on vous a refusé, ce qui est le cas le plus fréquent, parce que vous-même ne paraissez pas crédible. Pas ce que vous faites, ce que vous êtes. N'oubliez jamais, les maisons de disques, elles ne vont pas investir, elles vont investir sur vous. Et si vous ne paraissez pas fiable, vous pouvez arriver, je donne toujours cet exemple-là, imaginez je fais entrer 2 personnes ici. Je vous dis,
Vous devez choisir aujourd'hui de travailler avec l'une ou avec l'autre. La première personne qui arrive, elle arrive avec un projet extraordinaire, d'une rentabilité incroyable. Mais elle vous paraît complètement non fiable. La deuxième personne arrive avec un projet beaucoup moins extraordinaire, mais elle vous paraît vraiment fiable. Avec qui est-ce que vous allez travailler? Avec la deuxième personne. Ce qui signifie que ce n'est pas le projet qui fait qu'on s'embarque, c'est la personne. Si vous savez ça, hein, vous allez gagner beaucoup de temps par rapport aux maisons de disques. Les maisons de disques n'embarquent que pas pour des projets, elles embarquent pour des personnes. Vous voulez une preuve supplémentaire? C'est que si les maisons de disques cherchaient soi-disant des bons enregistrements, elles iraient sur Internet, parce qu'il y en a des millions de bons enregistrements sur tous les MySpace du monde. Elles ne font jamais ça. Jamais elles ne font ça. Si elles cherchaient des bonnes chansons, vous savez, pour une maison de disques, c'est extrêmement simple de trouver des bonnes chansons. Hein. Il suffit d'appeler des éditeurs de musique. Parce que eux, des bonnes chansons, c'est leur métier d'en posséder. Ils en ont plein les tiroirs. Des grandes chansons écrites par des gens qui ont fait des grands succès. Et les maisons de disques ne font quand même pas ça. Pourquoi? Parce que ce qu'elles recherchent, contrairement à ce que le public croit, ce qu'elles recherchent, c'est le charisme de la personne. C'est comme si je vous disais, pour tomber amoureux, vous avez besoin de rencontrer la plus belle femme du monde. Pas du tout. Vous êtes déjà arrivé de tomber amoureux de femmes qui n'étaient pas du tout les plus belles femmes du monde. Mais la personnalité qu'elle avait, la façon, son physique, etc., même ses défauts, c'est quelque chose qui vous faisait vibrer. Vous êtes d'accord? C'est exactement ça, les maisons de disques. Elles veulent vibrer à quelque chose, mais pas à des soi-disant bonnes chansons et des soi-disant bons enregistrements. Ça, c'est une erreur énorme de croire ça et qui fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que le chanteur, l'artiste en général se dit « Ah ok, il a dit non, ben, c'est que ça ne va pas être assez bien. » Mais ça, il l'invente. Je vais le refaire. Il ne se rend pas compte que le problème, c'est qu'une maison de disque aujourd'hui a vraiment besoin d'avoir un manager à côté parce que les maisons de disques n'aiment pas les artistes. Elles n'aiment pas les artistes. Pourquoi? Ben parce que, imaginez, vous êtes vous-même une maison de disques, vous investissez $10 000 sur un artiste. Et puis vous lui téléphonez à 9h du matin, il dort parce qu'il s'est couché à 5h du matin, parce qu'il a un chagrin d'amour, ou parce qu'il a trop bu. Et puis finalement, il vous dit qu'il ne viendra pas à la réunion. Mais vous, vous en foutez complètement de son chagrin d'amour, etc. Vous avez investi 10 à 100 000 $. Alors ce que vous voulez, vous, c'est qu'il y ait un artiste, ça c'est sûr, mais surtout qu'il y ait un interlocuteur valable, qui soit un gérant. Alors là, vous vous sentez un peu en sécurité parce que vous dites, OK, lui, il va s'occuper de tous les problèmes avec l'artiste. Alors, donc, vous pouvez être un artiste, arriver dans une maison de disques avec des bons enregistrements. La maison de disques va vous dire non. Elle ne va pas vous dire pourquoi. Mais en réalité, c'est parce qu'elle trouve que vous n'avez pas l'encadrement qu'il faut. Et vous, ne sachant pas ça, vous allez dire, ah ben, on m'a dit non parce que ma chanson n'est pas assez bonne, je vais en faire 15 autres. Vous revenez avec les 15 chansons, mais c'est toujours non. Parce que ce n'était pas du tout ça la cause du refus, et ça n'a toujours pas changé. Vous voyez? Donc il faut bien analyser les noms qu'on va vous donner. Analysez bien. Même quand les radios disent non, on ne veut pas passer votre chanson, analysez pourquoi. Ne prenez pas tout ça de manière personnelle et narcissique en disant, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Parce qu'il y a plein de causes possibles. Et donc, la dernière chose que je voulais vous dire, dans le refus, dans le non, il y avait une phrase de Jean Cocteau. Vous savez, Jean Cocteau était un grand poète qui est mort, qui était un poète français. Il disait ceci: « Les pierres qu'on vous jette seront la fondation de votre piédestal. » Ça veut dire que toutes les critiques qu'on fait par rapport à ce que vous faites, c'est vraisemblablement à cause de ça que vous allez réussir. C'est la petite chose qui dérange, la petite chose qui est nouvelle, la petite chose qui fait que l'oreille accroche, qui va déranger les gens dans un premier temps et qui va accrocher les gens dans un deuxième temps. On a fait pas mal le même Bon, ben, M. Mention, merci beaucoup. Merci à vous.